Salut tout le monde, bienvenue sur l'Instit Online. Alors on continue les vidéos CEB 2024 et dans cette vidéo je vais te donner mes 10 conseils pour l'évaluation de science. C'est parti. Mon premier conseil, c'est bien entendu de bien revoir et de savoir différencier les différents systèmes qui composent le corps humain. Alors comme tu le sais très probablement, dans le corps humain, il y a plusieurs systèmes. Le premier, c'est le système locomoteur qui permet de bouger, c'est-à-dire l'ensemble des os, des articulations et des muscles. Okay. Le deuxième système, c'est le système nerveux, donc le système qui permet de transmettre tous les messages dans le corps humain. L'organe principal du système nerveux, c'est le cerveau et bien entendu la moelle épinière. Le troisième système, c'est le système digestif qui permet donc d'ingérer des aliments, d'en retirer les nutriments qui vont nourrir tout le corps avant d'évacuer les déchets. Le quatrième système, c'est bien entendu le système respiratoire. Tu sais que l'air inspiré est riche en oxygène et moins riche en gaz carbonique, et puis il va dans les poumons, et il circule dans le corps, et l'air qui est expiré est plus riche en gaz carbonique et moins riche en oxygène, d'accord? Donc il y a des échanges gazeux dans les poumons, au niveau des alvéoles pulmonaires, enfin voilà, tu as certainement vu tout ça en classe. Ensuite, il y a le système circulatoire, donc grâce au cœur, qui est l'organe principal, eh bien, le sang peut circuler dans tout le corps, ok? Attention, dans le cœur, il y a 4 cavités, 2 oreillettes, 2 ventricules. Tu dois aussi savoir faire la différence entre les artères qui apportent le sang riche en oxygène et les veines qui reprennent le sang pauvre en oxygène. Et il y a aussi le système tégumentaire. Le système tégumentaire, c'est tout ce qui concerne la peau, d'accord, avec la couche supérieure qu'on appelle l'épiderme, et puis il y a le derme, etc. Ça, c'est les 5 systèmes du corps humain. Tu dois bien le revoir. Et si jamais on te montre des images et qu'on te demande quel système ça fait intervenir, tu dois être capable de dire précisément lequel ou lesquels, parce que parfois il y a des combinaisons des deux. Mon deuxième conseil va concerner l'identification des différentes parties du corps. Alors souvent, ce qu'il y a dans le CEB, c'est qu'on va te donner l'image d'un squelette d'un animal et on va comparer avec un squelette humain et on va te demander de retrouver soit le nom de certaines articulations, soit le nom de certains os et de savoir, si je te donne le coude d'un chien, tu dois savoir me situer le coude chez un homme. Si je te donne le bassin d'un homme, tu dois savoir me situer le bassin chez un autre animal, etc. Donc entraîne-toi à faire ça parce que ça arrive très souvent dans le CEB. Mon troisième conseil, ça va être de savoir identifier et ordonner une chaîne alimentaire. Une chaîne alimentaire, c'est une suite d'animaux. Par exemple, l'herbe va être mangée par des petits insectes qui eux-mêmes vont être mangés par des oiseaux, qui eux-mêmes vont être mangés par des renards. Tu dois savoir identifier quels sont les animaux qui mangent quels autres animaux et quels sont les animaux qui vont être des prédateurs. Les prédateurs, c'est les animaux qui vont manger d'autres animaux et les animaux qui vont être des proies, donc les animaux qui vont être mangés. Fais attention, il y a souvent des questions où on te demande de tracer des flèches dans le bon sens. Ok, fais attention, la flèche généralement indique va être mangé par. Ok, vérifie toujours dans ton questionnaire si tu as bien compris ce que la flèche veut dire et si tu la mets dans le bon sens. Quatrième conseil, savoir utiliser une clé de détermination. Donc, une clé de détermination, c'est une liste de caractéristiques. On peut te dire, par exemple, trouve dans tous les animaux qui sont là, ceux qui donnent du lait à leurs petits, ceux qui vivent dans la mer, ceux qui mangent des plantes, etc. D'accord? Donc, tu dois savoir utiliser une clé de détermination pour identifier des animaux ou des végétaux. Cinquième conseil, tu dois bien entendu revoir le vocabulaire lié au cycle de l'eau. En effet, tu sais que l'eau qui est sur Terre, c'est toujours la même depuis des millions d'années. Et en fait, elle circule et elle passe par différentes phases. Donc tu dois savoir que par exemple, une de ces phases, c'est l'évaporation. C'est-à-dire que l'eau qui se transforme en vapeur et qui monte dans le ciel pour aller former les nuages. Au moment où elle forme les nuages, c'est la condensation. D'accord. Ensuite, le nuage va circuler. Et puis, à cause du changement de température, l'eau qui est dans le nuage va se retransformer soit en pluie, soit en glace, soit en neige,
et va retomber vers le sol. C'est ce qu'on appelle les précipitations. Une fois que l'eau est sur le sol, il y a deux possibilités. Soit on parle d'infiltration quand l'eau s'infiltre dans le sol et qu'elle va par exemple faire des grandes réserves d'eau qu'on appelle les nappes phréatiques. Ou alors il y a le ruissellement. Le ruissellement, c'est quand l'eau coule sur le sol pour former notamment les rivières, les fleuves, etc. Okay, et c'est un cycle, ça recommence tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sixième conseil, toujours à propos de l'eau, eh bien tu dois connaître les différents états de l'eau. Je te rappelle que l'eau peut être dans 3 états différents, l'état gazeux, l'état solide et l'état liquide. Alors on les remet un peu dans l'ordre. L'état solide, c'est quand l'eau a gelé et donc que la température de l'eau va jusqu'à 0 degré. Donc tout ce qui est en dessous de 0 degré, c'est de l'eau solide, donc c'est de la glace. Entre 0 degré et 100 degrés, c'est de l'eau liquide. Et à partir de 100 degrés, c'est de l'eau à l'état gazeux. Attention, ce n'est pas de l'eau gazeuse. C'est de l'eau à l'état gazeux. Petite précision, l'eau à l'état solide prend plus de place que l'eau à l'état liquide, qui prend plus de place que l'eau à l'état gazeux. Alors si tu veux une preuve de ça, eh bien tu remplis une bouteille d'eau, une grande bouteille d'eau, à ras-bord d'eau liquide, tu la mets dans le congélateur et en fait tu vas voir que quand elle va se transformer en glace, eh bien la glace va prendre plus de place que l'eau et donc en fait l'eau va déborder de la bouteille. Quand tu iras rechercher la bouteille dans le congélateur, eh bien tu risques d'en avoir qui a débordé de la bouteille ou carrément une bouteille qui a explosé, parfois ça arrive, hein. Eh bien c'est parce que l'eau prend plus de place à l'état solide qu'à l'état liquide. Septième conseil, on va parler de la dilatation et de la contraction. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? La dilatation, c'est quand, sous l'effet de la chaleur, un objet va prendre plus de volume et va gonfler. D'accord? Alors tu peux penser à 2 exemples pour illustrer ça. Le premier exemple, c'est si tu as des portes en bois chez toi, entre les différentes pièces, et qu'à certaines périodes de l'année, la porte va racler le sol. Comment ça se fait? Eh bien, c'est tout simplement parce que le bois va gonfler avec la chaleur et donc il va prendre plus de place. Et donc la porte, elle va prendre un peu plus de place, ce qui fait qu'elle va frotter par terre ou sur les côtés du chambranle de porte. Tu peux aussi penser à ce qui se passe à l'intérieur d'un thermomètre. Alors, soit c'est un thermomètre avec du mercure, soit c'est un thermomètre avec de l'alcool. Mais en fait, le mercure et l'alcool, ils partagent cette propriété de prendre plus de place quand ils chauffent. C'est pour ça que dans un thermomètre, eh bien, en fait, il y a toujours la même quantité de liquide, mais quand il y a plus de température, eh bien simplement le liquide prend plus de place, donc il monte dans la graduation, et donc tu peux voir que la graduation augmente, ce qui permet de vérifier qu'il fait plus chaud. Le contraire, c'est ce qu'on appelle la contraction. La contraction, c'est simplement l'objet va, avec la baisse de la température, il va prendre moins de volume, donc il va se rétracter, en gros. Voilà, c'est ce qu'on appelle la contraction. Okay, dilatation, contraction. Dilatation, contraction. Huitième conseil. Ouais, il y a assez de doigts? C'est bon. Huitième conseil, c'est bien revoir tout ce qui concerne l'électricité. Alors, tu sais que quand on parle d'électricité, eh bien, on va parler de circuit électrique. Souviens-toi qu'un circuit électrique, il y a toujours... Dans un circuit électrique, il y a toujours une source d'électricité. Alors, dans les circuits électriques que tu as sans doute fait en classe, la source d'électricité, ce sont des piles. Ensuite, tu as des éléments qui permettent de faire passer l'électricité. Ok, ce sont les câbles. D'accord? Et puis, finalement, tu vas avoir un dispositif qui va utiliser l'électricité pour transformer l'énergie électrique en une autre énergie. Si tu as utilisé un circuit électrique avec une ampoule, eh bien l'énergie électrique a été transformée en énergie lumineuse, puisque le filament qui est à l'intérieur de l'ampoule a utilisé l'électricité, il a chauffé, et quand le filament de l'ampoule chauffe, il produit de la lumière. Dans le cas d'un moteur, par exemple, l'énergie électrique va être transformée en énergie cinétique. D'accord? Donc en énergie du mouvement. Donc en fait, il y a toujours un appareil qui va utiliser l'électricité pour en faire quelque chose. Quand on parle des câbles, les câbles évidemment, comme ils laissent passer l'électricité, ils vont être conducteurs. Souviens-toi bien qu'il y a 2 types de matériaux. Il y a les matériaux conducteurs qui laissent passer l'électricité et les matériaux isolants qui ne laissent pas passer l'électricité. D'accord? Matériaux conducteurs, ça peut être le cuivre, ça peut être d'autres métaux comme l'aluminium. Les matériaux isolants, ça peut être
le plastique, ok, ça peut être une gomme par exemple. Si tu mets une gomme dans un circuit électrique, ça va pas laisser passer le courant, c'est donc isolant. Et alors dernière chose pour l'électricité, souviens-toi bien qu'un circuit électrique, eh bien quand il est ouvert, en fait, ça veut dire qu'il y a deux parties qui ne vont pas se toucher, donc l'électricité ne passe pas. Ok, donc quand tu arrives dans une classe ou dans un local et qu'il n'y a pas de lumière, ça veut dire que le circuit électrique qui permet d'allumer la lumière, il est ouvert. Quand le circuit est fermé, eh bien ça veut dire que l'électricité peut passer et donc la lampe pourrait s'allumer. Ok, donc ouvert, ça passe pas. Fermé, ça passe. Neuvième conseil, bien revoir les cinq sens et les organes qui sont liés. Les cinq sens, je te rappelle, il y a le toucher, avec comme organe la peau, la vue, avec comme organe l'œil, les yeux. Il y a l'odorat, l'organe c'est le nez. Il y a le goût, c'est la bouche et la langue, ok. Et puis il y a l'ouïe, c'est l'oreille. Généralement, il y a des questions où on te donne soit des sens et il faut trouver des organes, soit des organes et il faut trouver les sens. Okay, ou alors on va donner une petite situation et on va te demander quel est l'organe ou quel est le sens concerné par cette situation. Dixième conseil pour l'épreuve de science, c'est bien entendu, mais ça c'est comme à chaque évaluation, relire, relire, relire. Tu relis bien tous les documents, tu relis bien les consignes, tu relis bien les questions et tu relis bien ce que tu as répondu pour voir si ça correspond à ce qu'on te demandait. Mon petit conseil bonus, hein, tu commences à avoir l'habitude maintenant, mon petit conseil bonus, ça va être de bien identifier dans le portfolio le document sur lequel on va te poser des questions. Ok ? Alors là justement, je parle un tout petit peu du portfolio. Le portfolio, tu l'as certainement déjà vu durant la première épreuve en solide et figure, parce qu'on a dû l'utiliser. C'est donc un recueil de documents. Alors le recueil de documents, eh bien, il faut savoir utiliser le bon document. On va toujours te donner une petite illustration où on va te dire le numéro de la page qui est concernée par la question. Va voir cette page-là, ok ? Assure-toi que tu as la bonne page et prends ton temps pour bien analyser le document qui est devant toi afin de vérifier que tu as choisi le bon document et que tu as identifié la bonne réponse. Voilà, j'espère que ces quelques conseils te seront utiles pour l'épreuve de science. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi si tu penses qu'elle peut être utile à tes copains ou à ta famille. Et voilà, courage à toi, hein. J'espère que ça va bien se passer et n'oublie pas aussi, aller dormir suffisamment tôt, hein, parce que des élèves en forme sont plus efficaces. Voilà. Allez, prends soin de toi. Ciao.